Bonjour à tous. J'ai l'impression qu'on est live, il est l'heure. Merci d'être avec nous ce matin pour parler comportement des foules et vie en entreprise. Bonjour Mehdi et merci beaucoup pour votre disponibilité pour aborder ce thème. Bonjour Clément, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Merci à vous. Merci aussi à Joséphine, qu'on ne voit pas à l'image, mais qui travaille avec moi chez iTeam et qui est en coulisses pour faciliter cette organisation, qui va notamment aider sur la gestion des questions que vous pourrez avoir. Écoutez, il est l'heure, il est 31, donc je propose qu'on commence un petit peu cette intro pour rentrer le plus vite possible dans le vif du sujet. Je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Clément. Je suis le directeur marketing d'iTeam. En gros, iTeam, qu'est-ce qu'on fait chez iTeam et pourquoi on est là aujourd'hui? Chez iTeam, on accompagne les entreprises et notamment les grandes entreprises dans l'intégration des salariés, ce qu'on appelle en bon anglicisme l'onboarding. Et globalement, ce qu'on fait, c'est que commencer un nouveau travail, c'est toujours quelque chose d'excitant, mais qui peut être aussi stressant des deux côtés, hein, côté employé comme côté RH ou manager, parce qu'il y a plein de choses à préparer pour que l'accueil se passe bien. Et en gros, ça, c'est notre boulot, de faciliter cette relation entre une nouvelle personne qui arrive et une équipe qui est déjà en place. Et même si ça fait 7 ans que iTeam fait ça et qu'on a accompagné plus de 200 entreprises dans les plus grandes de France sur ce sujet, globalement, on en est encore au tout début et on apprend très régulièrement plein de choses parce que finalement, ce qu'on traite, c'est de l'humain, des connexions entre les humains et que les comportements humains, ils sont complexes, ils évoluent de plus en plus. Et notamment, quand on parle d'onboarding, finalement, on parle d'un individu qui rejoint un groupe en mouvement, un groupe qui a sa propre dynamique. Et donc, quand on voit sous cet angle-là, on se dit que les sciences comportementales et notamment les comportements des groupes, si on arrive à bien les comprendre, ça va nous donner des clés pour justement faire en sorte que cette intégration se passe bien et que l'individu plus le groupe puissent aller ensemble vers l'objectif qui est l'objectif de l'entreprise dans les meilleures conditions. Et donc, c'est pour comprendre un peu toutes ces clés-là et pour voir un petit peu l'entreprise sous cet angle qu'on a la chance aujourd'hui de recevoir Mehdi Moussaïd, qui est donc chercheur en sciences comportementales et plus précisément dans le comportement des foules. Et qui est aussi connu pour son travail de vulgarisation à travers sa chaîne YouTube Fouloscopie, qui est suivie par, je crois, quasiment 500 000 personnes, si ce n'est plus depuis. Donc, un super boulot de vulgarisation. Et donc, on est ravis, Mehdi, de vous recevoir et de pouvoir parler de ça avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir justement quels peuvent être les liens entre l'entreprise et les comportements des foules, est-ce que ça vous va de vous présenter, même si je pense que beaucoup de gens vous connaissent, mais de faire un petit tour sur votre parcours, où vous en êtes aujourd'hui et peut-être quelles actualités vous avez en ce moment. Oui, bien sûr. Bien sûr, Clément. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'intro. Une présentation rapide, pas de problème. Je suis donc chercheur. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'étudie ce thème du comportement collectif qui s'est décliné progressivement en plein de branches de recherche différentes. Donc moi, j'ai commencé en 2006, si ma mémoire est bonne. C'était à l'université de Toulouse. Pour ceux qui connaissent, j'étais à l'université Paul Sabatier. Et j'ai eu mon doctorat en 2010 sur ce thème, le thème du déplacement du comportement collectif. Alors au début, je travaillais exclusivement sur les déplacements. Je travaillais sur les piétons, les foules, donc dans les rues commerçantes, dans les salles de concert, autour des stades, pendant les pèlerinages religieux, etc. Et donc, je faisais beaucoup de choses comme ça. Et puis, je me suis dit, voilà, c'est ma spécialité, j'étudie les piétons. Et en fait, quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai commencé à prendre du recul sur le thème. Et je me suis dit, mais en fait, conceptuellement, toutes ces choses que j'étudie, en fait, elles peuvent s'appliquer à d'autres domaines que le déplacement, finalement.
Et progressivement, j'ai commencé à me tourner vers les réseaux sociaux, en ligne par exemple, où je me suis dit, tiens, mais en fait, la dynamique qu'on a quand il y a 100 000 personnes qui interagissent, je ne sais pas, sur Twitter ou sur Facebook, mais conceptuellement, c'est un peu la même chose que des gens qui se déplacent dans la rue. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de gens qui interagissent les uns avec les autres localement, hein, très localement, donc chacun interagit avec ses voisins. Et puis, quand on prend du recul et qu'on regarde le système dans son ensemble, on voit apparaître des comportements collectifs, des patterns, certains motifs. Et donc progressivement, j'ai ouvert cette branche de recherche qui s'appelle donc la contagion sociale, où on étudie comment se comportent, comment se transmettent plutôt les informations, les comportements, les émotions, les jugements, etc. Donc, c'est une branche qui est très, très riche aussi. Et puis, plus récemment, j'ai commencé à ouvrir sur l'intelligence collective. Donc, cette fois-ci, où on se demande, tiens, mais si on a vraiment un grand nombre d'individus à notre disposition, s'il y a un grand groupe, est-ce qu'il peut faire preuve d'une forme d'intelligence? Est-ce que collectivement, on peut faire mieux que le meilleur membre du groupe, par exemple? Et effectivement, c'est une branche qui est extrêmement riche aussi, qui est maintenant, en fait, qui constitue la plus grosse part de mes recherches. J'étudie un petit peu moins les déplacements collectifs, je me suis plus tourné vers l'intelligence collective. Et ce sont des recherches qui, a priori, me semblaient assez concentrées sur un domaine en particulier, quoi. Je pensais que c'était vraiment juste des piétons. Et puis, il m'a fallu quelques années pour comprendre qu'en fait, c'était beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond que ça. Et c'est exactement ce que j'essaie de transmettre à travers mon activité de vulgarisation, où très vite, je me suis dit, mais en fait, je vais expliquer aux gens que ce n'est pas juste des piétons dans la rue, en fait, que ça va plus loin. Et il y a un côté assez fascinant dans le collectif, dans la foule, parce qu'on est tous ensemble et puis on arrive à faire des choses qui peuvent être positives ou négatives. Et je pense que ça fascine beaucoup les gens. Donc, je me suis lancé dans la vulgarisation, je pense que c'était en 2019. Au début, j'avais un petit blog parce que je ne savais pas trop comment faire. Et je me suis dit que j'allais écrire un livre parce que c'était voilà, mes codes de vulgarisation, c'était blog et livre, quoi. C'était à travers l'écriture. Ce que j'ai fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Fouloscopie, qui est sorti en 2020, je crois, fin 2019. Et c'est assez amusant parce que je me suis dit que j'allais faire une vidéo de promotion du livre. Et donc, j'ai fait une vidéo de promotion du livre qui s'intitule « 10 conseils pour survivre dans une foule ». Et en fait, les 10 conseils, c'était en quelque sorte une excuse pour parler de mon livre. C'était un peu une publicité cachée, mais en même temps, il y avait du contenu, hein. Je donnais vraiment 10 conseils pour survivre pendant un mouvement de foule. Et je l'ai mis sur YouTube. Mais c'était un one-shot, quoi. C'était juste une seule vidéo. Et je me suis rendu compte assez vite que les gens commençaient à s'abonner à cette chaîne que j'avais créée juste pour l'occasion. Et ce qui me mettait la pression pour faire une deuxième vidéo. Donc, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième. Et finalement, je suis devenu YouTuber. Récemment, les gens m'ont commencé à me présenter dans les médias comme le YouTuber Mehdi Moussaïd. Et ça m'a un petit peu étonné d'ailleurs, parce que pendant toute ma vie, j'étais présenté comme chercheur et récemment, j'étais présenté comme YouTuber. Et finalement, il y a une sorte de mise en abîme qui est assez cool parce qu'il y a toute cette foule de gens qui vient écouter et regarder mes vidéos. Et j'aime bien utiliser un petit peu les gens qui me regardent comme sujet d'étude et puis faire des expériences interactives. Et donc, tout ça est cohérent finalement. Et c'est comme ça que je suis devenu qui je suis. Voilà. Génial, merci beaucoup pour l'intro. Et en effet, on pourra donner un peu les liens utiles à la fin, mais Mehdi, vous faites participer les gens à vos expériences pour analyser justement l'intelligence collective. Donc, s'il y en a que ça intéresse ici, afin de participer, on pourra donner tous les liens. Et du coup, oui, en termes oui, un peu d'actualité en ce moment, est-ce qu'il y a une prochaine vidéo qui doit sortir? Est-ce qu'il y a un sujet de recherche en particulier en ce moment? Du coup, j'ai des projets qui concernent plus la vulgarisation et d'autres qui concernent plus la recherche. En termes de vulgarisation, moi, j'aime bien organiser des expériences en live avec de vrais gens. Et ensuite, on filme ces expériences et puis on met le résultat vidéo. On fait un petit montage pour que ce soit un peu dynamique. Et on met le résultat de l'expérience sur la chaîne YouTube. Donc, en fait, ça me permet de faire des expériences scientifiques qui vont alimenter la chaîne YouTube. Et puis, les participants, ce sont les gens qui regardent la chaîne YouTube. Donc, tout est mêlé. Et donc, en ce moment, on essaye de mettre en place une série d'expériences physiquement, hein, donc pas en ligne, une vraie série d'expériences. Et donc, on essaie de la financer. Donc, on a un financement participatif, par exemple, qui est en cours en ce moment. Par ailleurs, je prépare une vidéo, un petit scoop pour vous, petite exclusivité pour ceux qui veulent connaître la prochaine vidéo de la chaîne. Je prépare une vidéo sur l'intelligence collective dans la recherche scientifique.
Donc, comment naissent les innovations, les idées, les grandes découvertes scientifiques. Et en fait, on se rend compte que si on étudie le système chercheur, bah, en fait, c'est juste un énorme réseau d'influence où les chercheurs vont s'influencer, vont se partager des idées. Et on voit comme ça où naissent les bonnes idées, où naissent les grandes découvertes. On se rend compte, par exemple, qu'elles naissent à l'intersection entre plusieurs disciplines. Donc, quand il y a des chercheurs qui sont spécialisés, disons, en chimie, qui commencent à interagir avec d'autres qui sont spécialisés en neurosciences, eh bien, c'est à l'intersection de ces disciplines que vont naître les grandes découvertes. Ça fait partie des choses qu'on sait maintenant en étudiant justement ce réseau d'influence entre chercheurs. Ce sera le thème de ma prochaine vidéo. Génial. Eh ben, hâte de voir ça. Écoutez, je propose qu'on commence à rentrer dans un peu le sujet du jour, qui est justement de faire ce lien entre les piétons du départ, quand vous êtes lancé, et maintenant la vie en entreprise, et notamment dans les grandes entreprises, enfin, quand on doit gérer des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, peut-être parfois. Justement, avec toutes les connexions que vous faites, pour vous, quels sont les points communs ou au contraire les différences, enfin, les singularités peut-être entre l'analyse du comportement des foules de manière traditionnelle et de voir ça à travers le prisme de l'entreprise? C'est très similaire. Je dirais même que c'est la même chose en réalité. Donc, petit à petit, j'en suis venu à étudier les groupes d'individus. D'accord. Donc, ce n'est pas juste des foules, ça peut être des groupes qui sont un peu plus structurés. Ça peut être des groupes dans un club de sport, par exemple, des groupes de supporters, des groupes dans des salles de classe. Et donc des groupes d'employés dans une entreprise. Tout ça, finalement, ça appartient vraiment à la même famille. J'étudie même les groupes d'animaux sociaux. Ça peut être aussi des bancs de poissons, ça peut être des colonies de fourmis, des vols d'oiseaux. En fait, tous ces systèmes, ils appartiennent à la même grande famille. Donc, il n'y a pas de problème. On peut effectivement transférer ces connaissances vers l'organisation d'une entreprise. Alors, dans une entreprise, il y a des particularités, il y a des choses qui sont un petit peu différentes, comme le fait, par exemple, que le groupe ne soit pas complètement auto-organisé. Donc, souvent, j'étudie des groupes qui sont auto-organisés. Vous prenez je sais pas moi, des naufragés sur une île déserte et on va étudier comment va se structurer ce groupe. On va voir comment vont naître les liens, les affinités, qui va prendre le commandement, si quelqu'un prend le commandement, comment les gens vont réaliser les tâches de survie, puis s'organiser progressivement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un groupe auto-organisé. Et la différence dans une entreprise, c'est que ce n'est pas auto-organisé, la structure est déjà présente. Et en fait, on va juste faire entrer les individus dans des cases préexistantes en général. Ça fait partie d'une des différences. Donc, il y a cette forme de hiérarchie qui est préexistante. Mais par ailleurs, tout ce qui concerne l'entreprise peut tout à fait s'intégrer dans mes travaux. On peut étudier la circulation des informations entre les individus, la façon dont ils sont structurés. On peut étudier l'intelligence collective, comment faire naître des bonnes idées, etc. Donc, ça s'intègre parfaitement dans ce genre d'études. Génial. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour Mehdi à tout moment. On sera ravis d'y répondre. Oui, ça va très bien. Clément, effectivement, j'ai un œil sur le chat là. Donc, si vous voulez poser des questions, allez-y, je vais les voir. Je peux rebondir. Et ben voilà, génial. N'hésitez pas. Et alors, c'est intéressant cette idée de structure. On se dit donc, entre guillemets, la différence, c'est qu'une entreprise est déjà structurée, qu'on va mettre les gens dans les cases. Est-ce que, justement, cette structure n'est pas parfois problématique? Est-ce qu'il n'y a pas des avantages? Est-ce que les groupes auto-organisés n'ont pas parfois un avantage sur ceux qui sont peut-être trop organisés, peut-être en termes de créativité, j'en sais rien, ou que des fois que la nature, quand elle s'organise d'elle-même, est peut-être mieux faite que quand ce sont des humains qui la pensent en amont? Ouais, c'est une super question qui a beaucoup fasciné les naturalistes et les gens qui s'intéressent aux organisations sociales d'une manière générale, sociologues par exemple, où on va se dire, bah, tiens, c'est marrant parce que dans notre société, en tout cas dans notre culture, quand un groupe se met en place, il est nécessairement structuré. Donc, il va y avoir une sorte de leader qui va apparaître et puis il va y avoir une forme de hiérarchie avec des gens qui sont proches du leader. Le leader va prendre des décisions, il va les faire redescendre à ses lieutenants, entre guillemets, qui vont les faire redescendre en dessous, et puis le groupe va se structurer comme ça. C'est assez spontané dans les groupes humains.
C'est des choses qu'on peut observer. Je parlais des naufragés sur une île déserte. Effectivement, si vous mettez des naufragés sur une île déserte, vous attendez un peu, assez longtemps quand même, progressivement, vous allez voir apparaître une forme de hiérarchie qui est semblable à ce qu'on pourrait retrouver en entreprise. C'est comme si c'était assez spontané, assez intuitif. Alors, on ne sait pas si c'est dans la nature humaine, genre dans nos gènes, ou si c'est culturel, si les gens reproduisent un modèle culturel qu'ils ont déjà observé autour d'eux dans la société. Ça, on ne sait pas vraiment. Mais effectivement, c'est un truc qui est assez commun. Alors, on se dit, est-ce que c'est comme ça tout le temps? Donc, on va regarder dans d'autres espèces d'animaux sociaux, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres espèces d'animaux sociaux. On se dit, comment sont-ils structurés? Et on se rend compte que c'est partagé. Il y a des espèces d'animaux chez qui on retrouve une forte hiérarchie. Les bovins, par exemple, les primates, d'une manière générale, pas tous, mais certains primates et pas mal d'autres. Mais il y a d'autres espèces d'animaux, principalement des invertébrés, où on va retrouver une absence de hiérarchie. Donc, dans les bancs de poissons, dans les vols d'oiseaux, dans les colonies de fourmis, etc. Et finalement, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a différentes façons de faire, il y a des avantages et des inconvénients. Et on voit que les deux modes d'organisation sont à peu près répartis de manière à peu près équivalente dans la nature. Avantage, inconvénient, quand on a un chef, finalement, ça va un petit peu plus vite. C'est ce qu'on voit dans une dictature, par exemple. Une dictature, pour aller à l'extrême, il y a un chef qui décide, on arrête de discuter et puis on obéit directement. Donc, on est un peu plus réactif dans un sens. Pendant le Covid, par exemple, donc c'est quand il y a une perturbation dans l'environnement, quelque chose où il faut s'adapter. Pendant le Covid, s'il n'y a pas de Sénat, s'il n'y a pas de gouvernement, s'il n'y a pas de Parlement, s'il y a juste un roi, le roi il dit « Ok, tout le monde se fait vacciner », le lendemain, tout le monde est vacciné, c'est obligé, c'est un ordre. C'est une dictature. Donc, ça va un petit peu plus vite. En revanche, ça peut être un petit peu délicat, d'une part parce que toutes les décisions reposent sur un cerveau, donc il ne faut pas qu'il se trompe. Donc, il n'y a aucune approche d'intelligence collective, et on sait que l'intelligence collective, ça peut donner beaucoup de force. Et d'autre part, le groupe décentralisé, il va être un petit peu plus adaptatif, c'est-à-dire qu'il va réussir à s'intégrer dans différentes situations finalement assez vite. Donc, vous savez, on fait ces expériences, j'en avais fait une vidéo une fois, ces expériences de coordination où un groupe doit reproduire un dessin en prenant des panneaux de couleurs et en se positionnant correctement à différents emplacements de l'environnement pour que collectivement, ils reproduisent le dessin. Donc, chaque personne a une couleur et il y a un modèle et donc, ils doivent se mettre correctement dans l'environnement pour reproduire la même image que le modèle. Et on voit que très vite, il y a un chef qui apparaît qui dit « Ok, toi, tu prends le panneau jaune, tu vas te mettre là. Toi, tu prends le panneau vert, tu vas te mettre là. » Et ça marche. Mais on peut aussi forcer le groupe à s'auto-organiser sans chef, par exemple en coupant les communications. Et ça va marcher aussi finalement. C'est-à-dire que les gens vont aller se positionner d'eux-mêmes au bon endroit et il n'y a pas besoin d'un chef pour le faire. Ça peut être un petit peu plus adaptatif, un peu plus flexible, un peu plus moderne peut-être, j'ai envie de dire. Mais finalement, les deux types d'organisation se valent. Alors, je ne sais plus, j'ai peut-être perdu le fil de ma réflexion, je ne sais plus ce qu'on disait, mais voilà. Non, mais c'était ça, c'était en gros comment, l'avantage et les désavantages de l'auto-organisé face à la structure établie. Et c'est intéressant, effectivement, de se dire qu'il y a un avantage à avoir un chef très fort sur la rapidité de la prise de décision, mais avec l'inconvénient que tout repose sur lui et que s'il se trompe, il emmène tout le monde dans le mur, quoi. Oui, absolument. Absolument. Oui, Du coup, si on rentre encore un petit peu plus sur le sujet justement entre guillemets de l'onboarding, de l'intégration, comment une personne peut rejoindre un groupe. Pour reprendre la comparaison avec la foule, ce serait quelqu'un qui va rejoindre un pèlerinage et arriver dans ce flux, ou quelqu'un qui monte dans un métro qui serait plein. Si on voit ça effectivement sous l'angle de l'entreprise, une entreprise qui a un groupe, à la limite une tribu avec ses codes, son mouvement, son organisation, comment l'entreprise peut faire, comment elle peut s'organiser, quel process elle peut mettre, quel état d'esprit elle peut avoir pour faire en sorte que ce soit plus facile d'absorber une nouvelle personne qui ne soit pas forcément au courant de comment elle fonctionne parfaitement, quoi.
Oui, absolument. Alors, c'est une question qui est vaste, qui est assez profonde, donc il faut détailler pas mal de choses d'abord, parce que c'est comme si on se demandait, ah, OK, je vais aller vivre, je sais pas, en Turquie, quelle est la meilleure façon de m'intégrer en Turquie? Bah, la réponse, c'est il faut connaître la culture du milieu, il faut savoir comment ça fonctionne. Et donc là, c'est pareil, si on se dit quelle est la meilleure façon de s'intégrer dans un groupe, bah, il faut savoir comment fonctionne un groupe déjà. Ce que c'est. Et le fonctionnement du groupe, ça a été beaucoup étudié par les sociologues. Hein. C'est commencé à devenir très tendance en sciences dans les années 50, 60, un petit peu avant même. Finalement, autour de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a commencé à se dire, tiens, mais c'est bizarre, il y a un pays entier, je parle de l'Allemagne, qui commence à faire des choses collectivement que certains individus n'acceptent pas. Comment c'est possible qu'un groupe s'organise de cette façon, etc. Donc, les recherches sur les comportements de groupe, d'une manière générale, ont commencé à émerger beaucoup dans les années 50-60. Et disons que sur les définitions, ce qui revient le plus souvent pour définir un groupe, c'est l'identité commune. Okay. Donc, il faut qu'il y ait cette forme d'identité pour qu'on puisse parler de groupe. Par exemple, un groupe, une salle de classe, c'est un groupe social en termes sociologiques. Ou encore une famille. Une famille, c'est un groupe social. Ou un gang de criminels, c'est un groupe social. Donc, ce sont un ensemble d'individus qui ont une identité commune. Et les membres d'une entreprise forment un groupe social de la même façon. Donc, on peut aussi intégrer ça dans cette réflexion. Ils ont une identité commune. Ça peut être une identité qui est diffuse. Hein. Par exemple, ils n'ont pas besoin d'être au même endroit. Par exemple, les supporters du Paris Saint-Germain, club de foot, forment un groupe social. Ils sont répartis à travers toute la France, mais ils forment effectivement un groupe social parce qu'ils ont cette identité commune. Les groupes sociaux peuvent être aussi imbriqués. Je donne plein de définitions pour commencer. Hein. Ils peuvent être très imbriqués. Par exemple, dans un collège, on va avoir le groupe de la classe des 6e B. Voilà, le 6e B forme un groupe social parce qu'ils ont l'identité de la 6e B. Mais ils ont aussi l'identité du collège. D'accord ? Donc, on a un groupe qui est imbriqué dans un autre groupe. Et donc, on va aussi avoir l'identité de la ville où se trouve le collège. Donc, tous les Parisiens, par exemple. Et on va aussi avoir l'identité de tout le pays, de toute la France. Okay ? Donc, il y a toutes ces formes de groupes sociaux un peu diffus qui sont tous imbriqués les uns dans les autres. Donc, un collégien, il a l'identité de sa classe de 6e, de celle de son collège, de celle de sa ville et celle de son pays, par exemple. Et il peut être aussi supporter du Paris Saint-Germain, il aura l'identité des supporters du Paris Saint-Germain, etc. Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Je suis en train de décrire donc, comment fonctionne un groupe pour répondre ensuite à la question comment s'y intégrer. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Les groupes sont aussi fortement définis sur la notion des autres. Ça, c'est une notion qui est assez importante en sociologie. On appelle ça l'exogroupe. L'exogroupe, c'est un autre groupe qui est à côté. Ce n'est pas nous, c'est eux. D'accord ? Par exemple, quand on est dans un certain collège, l'exogroupe, ça va être les gens qui sont dans un autre collège. Okay ? Si on est supporter du Paris Saint-Germain, l'exogroupe, vous l'avez deviné, supporter d'un autre club de foot, par exemple de l'OM. Si on est français, l'exogroupe, ça va être, je ne sais pas moi, les voisins allemands, belges ou espagnols, etc. On peut même parler du groupe être humain. Mais il n'y a pas encore d'exogroupe. Mais si un jour on est envahi par des aliens, par exemple, tous les humains vont d'un seul coup se renforcer vis-à-vis d'un exogroupe, donc les aliens en l'occurrence. Okay. Et cette notion de nous contre eux, elle est super importante en sociologie parce que la présence des autres va renforcer les liens entre nous. Okay. Il y a plein d'expériences qui sont faites comme ça en sociologie, des expériences assez fascinantes, hein, surtout dans les années 50-60 où c'était moins contrôlé, où on faisait des choses un petit peu limite d'un point de vue éthique, un petit peu limite d'un point de vue éthique en sciences. Par exemple, vous avez une expérience très connue, c'est celle d'un sociologue qui s'appelle Muzaffer Sherif, qui est allé prendre des enfants. On fait beaucoup d'expériences avec les enfants à l'époque, qui est allé prendre parce que justement, ils ne sont pas encore contaminés par la culture, donc ça permet de voir un petit peu plus ce qui est proche de l'idée. Il a pris un groupe d'une quinzaine d'adolescents, il les a mis dans un camp, une sorte de camp scout, là, un camp d'été, sans leur dire que c'était une expérience. Et puis, il a attendu et puis il a vu que le groupe social allait se former. Donc, ce groupe d'enfants allait, par exemple, se trouver un nom, développer une forme de hiérarchie, etc. Ils avaient un drapeau, etc. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'à côté, il y avait un autre groupe, à nouveau avec une douzaine d'enfants,
qui subissaient le même traitement, donc ils se sont formés, etc., avec aussi un nom, avec un drapeau, etc. Mais les deux groupes n'étaient pas au courant de la présence de l'autre. Et en milieu d'expérience, il est allé révéler la présence de l'autre groupe. Et d'un seul coup, il y a l'exogroupe qui vient d'arriver, c'est les autres qui habitent dans la cabane à côté, on ne les avait pas vus. Et le seul fait d'annoncer qu'il y a un exogroupe, d'un seul coup, ça renforce les liens entre les individus. Alors, l'expérience, en l'occurrence, elle a un peu mal tourné parce qu'il se trouve que les deux groupes ont commencé à se battre exactement dans une sorte de réplique de Sa Majesté des Mouches, si vous avez lu le roman de William Goldwyn. Alors, excusez-moi, j'ai... Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Et donc voilà, donc ça c'était pour illustrer la présence de l'exogroupe. Donc quand vous êtes dans un groupe social, le fait d'avoir un autre, ça va nécessairement renforcer les liens entre nous. D'accord ? Il y a plein d'expériences qui sont faites comme ça. Ça, c'est une chose à savoir. Une autre chose à savoir qui est importante, c'est comment va se structurer votre groupe social. D'accord ? Les groupes sociaux vont avoir une structure interne. C'est des choses à nouveau qui ont été beaucoup étudiées dans les salles de classe. Expérience fascinante. Le tout premier qu'il a fait, je pense que ça doit être Jacob Moreno. Pareil, années 40, 50-40, 40-50. Et il va dans les salles de classe, premier jour de la rentrée, il prend les CP, donc ceux qui viennent juste d'arriver, qui ne se connaissent pas. Donc on a un ensemble d'individus, 30 personnes qui ne se connaissent pas et qui sont de force mises ensemble dans une salle de classe pendant au moins un an. Et il se dit, OK, comment vont se former les liens entre les gens ? Comment va se structurer ce groupe ? Et donc, il commence à établir ce qu'il appelle des sociogrammes. C'est aujourd'hui un outil qui est très utilisé. Un sociogramme, c'est on prend tous les individus, on les représente par un point, et on va faire un lien entre les points si les individus sont devenus amis. D'accord ? Et donc, on se retrouve comme ça, dans une salle de classe de 30 personnes, avec 30 petits points, et puis des traits entre les gens s'ils sont copains. Et on regarde comment se structure le groupe. Et on a toujours le même résultat. Ça, c'est un truc qui est quasiment systématique. Deux tendances. La première, c'est la formation de sous-petites communautés. Donc, par exemple, dans une salle de classe, on va avoir les garçons qui vont être plus amis les uns avec les autres et de l'autre côté, les filles qui vont être plus amies les unes avec les autres. On va avoir des garçons qui aiment le foot, qui vont former un petit groupe ici, d'autres qui aiment, je ne sais pas moi, les cartes Pokémon, qui vont former un autre groupe là, etc. Donc, on va avoir une sorte de sous-communautés qui vont apparaître. On a toujours ça dans un groupe. Je suis sûr que dans une entreprise, on a aussi des sous-communautés qui apparaissent en fonction des affinités, en fonction de ce qu'on appelle de l'homophilie. L'homophilie, c'est qu'on devient ami avec les gens qui nous ressemblent. Et donc, on va avoir des groupes de gens qui se ressemblent, qui vont se former. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance essentielle, c'est l'apparition de plaques tournantes, des hubs sociaux. Donc, dans tous les groupes, on va avoir des personnes qui sont au-dessus de cette petite division et qui vont en quelque sorte connecter tout le monde. D'accord ? Donc, vous allez avoir quelques gros points. En général, dans une salle de classe, il va y en avoir 3 ou 4, peut-être 2, des individus très populaires. Et puis, autour de ces individus très populaires, il y a des petits sous-groupes comme ça qui se sont mis ensemble par affinité. C'est ça qu'il faut visualiser ça. Dans tous les groupes, on va avoir un truc comme ça. Donc, essayez d'avoir en tête ce sociogramme, de voir un petit peu ces sous-groupes avec quelques points qui connectent tout le monde. D'accord ? Ouais. Et c'est ainsi que fonctionne un groupe. Voilà, maintenant, vous avez toute la connaissance qu'il faut sur le fonctionnement du groupe. Maintenant, vous vous dites, si j'ai un nouvel arrivant là, donc j'ai mon sociogramme, il est structuré, il y a l'exogroupe, il y a l'identité commune, etc. J'ai mon nouvel arrivant qui arrive et je veux le faire rentrer du mieux possible. Déjà, si on ne fait rien, ce nouvel arrivant, il va aller spontanément, par homophilie, se mettre proche des gens qui lui ressemblent. Donc, il va s'intégrer progressivement dans une de ces sous-communautés en fonction de ce qui ressemble. Donc, si c'est un homme qui aime la course à pied, eh ben, progressivement, il va se retrouver ami avec d'autres hommes qui aiment la course à pied. Je suis désolé pour cette distinction homme-femme, mais il se trouve qu'elle est très présente dans les vrais groupes. Les hommes ont plus d'amis hommes et les femmes ont plus d'amis femmes. Par ailleurs, très vite, les points centraux, donc ces hubs sociaux, ces individus qui sont très populaires, vont arriver en contact avec lui et donc ça va ajouter des liens vis-à-vis des gens très populaires. Ça va se faire finalement assez naturellement. Et c'est la marche naturelle des choses. Alors, la meilleure façon pour intégrer une nouvelle personne, je dirais, c'est juste de faciliter ce processus. Faciliter ce processus, en l'occurrence, en essayant de voir à l'avance quel va être le profil de la personne et puis la mettre en contact rapidement avec ces gens qui sont un peu plus populaires
qui vont aller la redistribuer en quelque sorte, entre guillemets, dans un environnement social qui est proche du sien finalement, ou proche de la sienne, si c'est une femme. Et je dirais que c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. C'est hyper. J'ai noté plein de choses hyper intéressantes parce que c'est vrai que on voit rarement l'entreprise sous cet angle, je trouve, et notamment le fait de se dire effectivement il y a des personnes un peu plus populaires dans une boîte, même si normalement c'est un terme qu'on emploie beaucoup plus au collège, mais c'est vrai évidemment dans n'importe quel groupe et dans l'entreprise en particulier que impliquer ces gens-là d'une manière ou d'une autre dans l'onboarding, dans la vie de la boîte pour faire ce travail-là. Je pense que peu de gens ont cette grille de lecture. Ouais, On a eu. une petite anecdote parce que ça me passe en tête justement et c'est vraiment intéressant. Il y a un chercheur très connu que j'admire qui s'appelle Albert Laszlo Barabasi, qui est un expert des réseaux sociaux, un chercheur contemporain qui fait encore des super recherches. Et il m'a parlé un jour d'un projet qu'il avait fait en entreprise où il s'était intéressé justement à la communication, à la circulation des informations dans l'entreprise, et les gens de l'entreprise ne comprenaient pas comment circuler les informations. Donc, quand ils voulaient que ça circule bien, ça passait pas bien, etc. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé tracer le sociogramme de l'entreprise. Donc, il est allé regarder tous les membres de l'entreprise, qui est ami avec qui communique avec qui. Et en fait, il a trouvé un hub social, donc une personne extrêmement populaire. Et cette personne, elle n'était pas du tout en haut de la hiérarchie. C'était une personne de l'administration, je pense, ou même quelqu'un d'assez bas, finalement, dans la hiérarchie, qui était extrêmement bavarde, extrêmement sociale, et qui se connectait avec absolument tout le monde, qui se connectait avec le PDG, qui se connectait avec le DRH, qui se connectait avec les gens de la cantine, et qui connectait. Et en fait, en traçant le sociogramme, on voit un énorme point au milieu qui va centraliser la communication en quelque sorte, qui fait passer les messages d'un employé à un autre. Et cette personne, ce n'est pas du tout celle que les chefs avaient placée à différents endroits de la pyramide. C'était juste une personne assez étonnante qui était finalement en bas de la hiérarchie, mais qui centralisait toute la communication. Donc, souvent, ce n'est pas ce qu'on attend. Et ça, c'est intéressant. C'est génial, ça. Et on a eu pas mal de questions. Je pense qu'on peut, on peut prendre un peu de temps pour les prendre. Avec Alors, plaisir. je les prends dans l'ordre. On a Karim, je vais la mettre à l'écran. Vous la voyez, Mehdi, la question? Donc, le monde d'entreprise est régi par des règlements écrits. Quelles sont les différences avec ce qui se passe dans la nature? Ça dépend à nouveau de quelle espèce animale on parle, mais figurez-vous que dans la nature, il y a aussi des règlements qui ne sont pas écrits pour le coup, mais il y a aussi des formes de règlements dont toute communauté animale a une forme de culture. Et cette culture, ça implique ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Vous avez régulièrement des poissons qui vont aller mordiller la queue d'un autre poisson parce que le poisson en question s'est approché trop près d'une femelle qui était en train je sais pas, qui était déjà réservée, excusez-moi le terme, par rapport au fonctionnement de ce groupe animal. Il y a énormément de règlements qui sont implicites dans les groupes de singes, par exemple, dans les groupes de vertébrés, en particulier quand ce sont des groupes qui sont assez centralisés, chez les bovins, par exemple. Donc on retrouve cet élément aussi chez les animaux. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'humain. Sauf que nous, on va les écrire sur un papier avec des sanctions qui vont avec. Donc, c'est défini à l'avance. Mais finalement, ça ne fait pas grande différence. Très bien. On a aussi une question de Jérémy. Comment faire pour garder une cohésion quand on a plein de bureaux un peu partout dans le monde? Ouais, c'est difficile. C'est quelque chose d'assez moderne finalement. Je pense que je ne pourrais pas vous donner de recette magique, mais je pense que cette culture commune, elle n'est pas liée au fait d'être proches physiquement les uns des autres. Je pense. Par exemple, on a énormément de situations où il y a des groupes sociaux qui ont effectivement une culture commune et des gens qui ne se parlent presque jamais, qui sont loin les uns des autres, mais qui sont liés par des événements qui se produisent ou auxquels ils vont tous assister. Les supporters de foot, par exemple, c'est le meilleur exemple. Ils sont effectivement extrêmement soudés, ils ont une culture commune et la plupart ne se connaissent pas. Ils sont répartis à travers la France, même à travers le monde. Donc, la distance physique, la distance géographique, ce n'est pas une condition essentielle. En revanche, il faut qu'il y ait effectivement
des choses régulières qui vont venir unifier le groupe. Dans le cas d'un groupe de supporters, c'est l'actualité du club, les matchs qui vont se dérouler. Donc, les gens vont tous y assister, ils vont tous être au courant de la même actualité. Et vous voyez que cette culture, elle est formée par des événements extérieurs. Mais ce n'est pas indispensable d'être physiquement proches les uns des autres. Ça simplifie les choses, sans aucun doute, d'être proches les uns des autres. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qu'il faut, c'est vraiment organiser régulièrement des événements qui peuvent être en ligne, des choses auxquelles les gens ont hâte d'assister, comme un match de foot dans le cas d'un groupe de supporters, ou une forme d'actualité que les gens vont suivre, etc. Et là, on peut créer cette identité commune. Il n'y a pas de nécessité d'être proches les uns des autres. C'est probablement juste un peu plus difficile à faire. Oui, et peut-être aussi le fait si on se dit que l'entreprise, c'est des sous-groupes aussi imbriqués les uns les autres parfois, il y a le groupe entreprise et après, il va y avoir le sous-groupe, le bureau en Inde, le sous-groupe, bureau à Paris. Oui. Le fait peut-être de travailler, finalement, la cohésion de ces sous-groupes peut aider aussi au global. Absolument. Comme on disait tout à l'heure, les groupes sociaux sont toujours imbriqués les uns dans les autres. Ils sont toujours imbriqués les uns dans les autres. Et donc, forcément, si j'appartiens au groupe social de la 6e B, j'appartiens aussi au groupe social du collège. Et donc, il y a une forme de sous-culture dans la 6e B, mais qui partage aussi la culture plus globale du collège Saint-Exupéry, par exemple. C'était le nom de mon collège. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Et j'étais en 6e B. Et donc, c'est pas un problème. Mais il faut savoir qu'il va effectivement y avoir la culture locale du bureau en Inde, mais qui va être elle-même imbriquée dans la culture plus globale de l'entreprise à l'international. Ouais. On a aussi une question de Franck, qui a l'air un peu technique, je pense. Il parle du modèle de Tuchman. Je ne sais pas si vous le connaissez, Mehdi. Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'est le modèle de Tuchman. Ok, bon, peut-être Franck, si vous pouvez si Franck veut bien détailler, il n'y a pas de problème. La question, est universelle. Ouais, je ne peux pas vous dire si c'est universel, mais… Ça doit peut-être être un phénomène très propre aux ressources humaines. On a aussi une question de Anna qui est intéressante dans cette idée de connecter avec quand on arrive, on va se diriger vers les gens qui nous ressemblent, la personne un peu populaire qui peut nous ressembler. Mais ne dit-on pas aussi que les opposés s'attirent? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas aussi quelle est la vision justement au comportement est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une phrase un peu toute faite ou est-ce que ça peut se retrouver d'une certaine façon dans les comportements des gens? Oui, on peut regarder autour de nous et puis voir des gens qui sont très différents et qui sont devenus meilleurs amis et on va en conclure que les opposés s'attirent et que c'est super. En revanche, à l'échelle, disons, des sciences sociales ou à l'échelle de ce qu'on fait, nous, en sciences, on regarde les tendances globales. Et en tendance globale, on n'a pas du tout la tendance que les opposés s'attirent. La tendance globale, c'est l'homophilie. Donc, les gens qui sont semblables s'attirent. Il y a des exceptions. On peut avoir tendance à réagir sur ces exceptions de manière un petit peu trop hâtive en faisant des règles. Mais disons que l'idée que les opposés s'attirent est un peu une exception. En revanche, mettre ensemble délibérément des opposés, c'est extrêmement bénéfique. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas spontané, mais c'est extrêmement bénéfique. Toute la littérature autour de l'intelligence collective, donc comment naissent les idées, comment naissent les innovations, d'où vient la créativité, comment prendre une bonne décision, comment optimiser un processus tous ensemble, etc. Toutes ces recherches ont un point commun, c'est qu'elles vont valoriser la diversité du groupe. Donc, quand on a un groupe avec des gens, quand on met en commun, en relation, des gens qui sont différents, des gens qui sont différents en termes de profil, en termes d'origine. En fait, ce sont des différences cognitives qu'on cherche. Donc, des façons de penser qui sont différentes. Et ça, c'est lié à notre culture, à notre origine. Donc, on met des hommes, des femmes, on met des gens qui viennent de différents pays, on met des gens qui ont fait différents types d'études, avec des gens qui n'ont pas fait d'études. On met plein de choses ensemble, on les fait interagir, on les fait voter, on les laisse partager des idées, on les laisse partager leurs informations. À la fin, statistiquement, on aura de meilleurs résultats collectivement que si on avait mis ensemble des gens qui se ressemblent, qui sortent tous de la même école de commerce et qui ont tous le même background, le même style et qui ont appris les mêmes choses. Il y a beaucoup de débats sur l'intelligence collective, il y a beaucoup de choses qui sont encore, qui restent à découvrir, qui sont encore pas consensuelles. Mais s'il y a bien une chose qui est consensuelle, c'est que la diversité va favoriser la génération de bonnes idées, etc.
Donc, vous voyez, un truc intéressant, c'est que spontanément, on va vers les gens qui nous ressemblent et on discute avec eux et on essaie de créer des idées ensemble. Mais théoriquement, ce n'est pas idéal. Théoriquement, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt les mélanger. D'accord ? Alors, probablement qu'ils auront peut-être un peu moins de bon temps parce qu'on ne pourra pas partager notre passion pour une série Netflix ou pour la course à pied hors du travail. Mais en termes de génération d'idées et de production d'innovation, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, c'est une chose que l'entreprise doit essayer, finalement, pour laquelle elle doit essayer de trouver des compromis. C'est-à-dire que les gens aiment bien être avec d'autres qui ont les mêmes passions, mais finalement, quand on réfléchit, eh ben, on va vous mettre exprès avec quelqu'un qui est vraiment différent de vous, quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude d'interagir. Et vous allez voir que ces idées, justement, vont être originales, elles vont être différentes. C'est un peu ce que je disais par rapport à la création scientifique, le fait d'avoir des chercheurs qui viennent de différentes disciplines et de les faire interagir, bah, ça va créer des grandes découvertes, statistiquement plus souvent que d'avoir des chercheurs qui viennent tous de la même discipline. Donc, très bonne question d'Anna, merci. Ouais, c'est clair. Bonne question, Anna. Et donc, effectivement, on va dire que les opposés ne s'attirent pas au premier abord, mais ils se complètent, ils se propulsent les uns les autres. C'est ça. On a envie de les mettre ensemble. Ouais, et ça peut être assez activable comme conseil pour le coup pour les managers RH qui sont là ce matin de créer du lien, essayer un nouveau qui arrive, on le rapproche peut-être d'une personne populaire un petit peu dans son service et peut-être aussi de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui sont assez différents de lui. C'est ça, parce que cette personne qui vient d'arriver, tout à fait Clément, pardon, cette personne qui vient d'arriver, elle va naturellement aller vers d'autres qui lui ressemblent et ce sera bon pour son intégration parce qu'elle va se sentir bien, elle va trouver des gens qui partagent les mêmes passions. Mais on peut aussi délibérément la mettre en contact avec des gens vers qui elle ne serait pas allée spontanément dans un but un peu différent, dans le but cette fois-ci de créer un peu d'innovation, de créativité. On a une question très intéressante aussi je pense que c'est Thomas, il manque les voyelles dans le nom, mais on va essayer d'être perspicace, qui dit justement, et comment on fait pour identifier les profils populaires et comment éventuellement le devenir si nous, on est dans une entreprise et qu'on a envie d'avoir ce rôle-là. Je ne suis pas sûr que vous puissiez devenir populaire juste en le voulant. En tout cas, de ce qu'on voit, ce sont des choses qui sont souvent un petit peu inattendues. C'est-à-dire qu'on va regarder un sociogramme, c'est des choses qu'on fait souvent avec des groupes, quels qu'ils soient, groupes de sport, entreprises, etc. On trace le sociogramme et puis ça veut dire qu'on va juste regarder qui est lié avec qui et qui est ami avec qui, etc. Et puis on représente la taille de chaque point en fonction de la popularité. Puis il y a toujours des gros points qui apparaissent. Et ces gros points, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des gens qui ont essayé de devenir populaires. C'est plus dans leur nature. Ce sont des gens qui aiment bien aller au contact avec les autres, qui sont souvent un petit peu bavards, qui vont poser beaucoup de questions, des gens qui s'intéressent beaucoup aux autres, etc. Moi, par exemple, dans un groupe, je ne vais pas prendre la place de la personne populaire. Je le sais, je m'en rends compte. Je vais plutôt être intégré dans un petit sous-groupe et puis il va y avoir des gens qui prennent beaucoup la parole en réunion, qui prennent beaucoup la parole à table, etc. Moi, je vais plus les écouter, mais je ne vais pas être une de celles-là et je ne pense pas pouvoir me forcer à le faire. Ou en tout cas, si j'y arrive, je pense que ce ne sera pas durable ou que ce ne sera pas spontané en tout cas. Et pour les identifier, le sociogramme, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et du coup, concrètement, j'ai mon entreprise. Si je veux faire un sociogramme, je fais quoi? Je vais scanner tous les emails, tous les Slack. Je vois qui communique avec qui. Mais vous allez d'abord prendre soin d'anonymiser les données. Bien en tout cas, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc, en fait, dans nos études, les sociogrammes qu'on obtient sont anonymes. Donc, en fait, je peux extraire la structure du réseau. Je peux savoir quel numéro est ami avec quel numéro. Je peux identifier le nombre de personnes populaires. Je peux voir comment circule l'information. Mais en tout cas, à mon échelle de chercheur, je ne saurais pas exactement de qui il s'agit parce qu'il y a un comité d'éthique qui veille à nos activités scientifiques. Après, en interne, je ne sais pas comment sont les règles. Il est possible que si les gens donnent leur accord, on peut aller un petit peu plus loin et puis les mettre en avant. Et donc, identifier un sociogramme, c'est vraiment la façon traditionnelle
qui a été mise en place par Jacob Moreno dans les années 40 et qui est toujours souvent en place maintenant, c'est le formulaire. On prend un formulaire qui contient la liste de tous les noms du groupe et puis on les distribue à tous les individus et on dit cocher les personnes avec qui vous vous sentez proche. Ou bien ça peut être une échelle plus continue. Indiquer votre degré d'amitié vis-à-vis de telle personne sur une échelle allant de 1 à 5, par exemple. Ce genre de choses. Et en fait, avec ces formulaires qu'on récupère chez tout le monde, on peut juste retracer comme ça le sociogramme. Plus moderne, ça se fait avec les mails, mais là, c'était anonymisé. Donc, c'est des choses qui se font, par exemple, dans les universités, avec les nouveaux arrivants. On récupère toutes les données boîte mail, on enlève les noms et les prénoms et le contenu de mail. On veut juste savoir que A a envoyé un mail à B et que B a envoyé un mail à C. Et on récupère tout ça. Ça permet de tracer des liens entre les gens. Et à nouveau, on va avoir la même chose qui va apparaître. Donc, en fonction du degré d'accord des gens qui sont impliqués, vous pouvez être plus ou moins précis sur l'identité des gens. Ok, génial. Ça. S'il y en a qui veulent tester dans leur entreprise, je pense que le système de formulaire est assez simple, je pense, à mettre. Après, il faudrait que tout le monde réponde. Je pense que c'est plutôt ça l'enjeu. Vous pouvez avoir aussi un sociogramme partiel. Donc, en fait, vous demandez aux gens qui souhaiteraient participer à cette étude et vous avez, je ne sais pas, 60% de gens qui sont d'accord. Et puis, en fait, vous tracez le sociogramme sur les 60% et vous allez avoir un échantillon qui est suffisant, en fait, qui est déjà représentatif du groupe. Okay. Souvent, quand on fait ce genre d'études, on n'a pas tout le monde, on a juste une partie du groupe et déjà, ça permet de visualiser ce qui se passe. Ouais. Je pense ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que si on a le degré d'amitié, je veux dire, on va savoir effectivement qui est connecté à qui, mais en plus à quel niveau. Parce que peut-être que, je ne sais pas ce que dit un peu la recherche là-dessus, mais une personne, imaginons, peut être connectée à 100 personnes, mais un tout petit peu. Mmh. Peut-être une personne va être très, très connectée à 10 personnes, et finalement, en termes d'influence, c'est peut-être celle qui est connectée à 10 personnes, mais très, très connectée, peut-être avec plus d'influence, qui va surtout avoir un rôle à jouer. Alors, ça dépend. Ça dépend de ce qui circule d'une personne à une autre. Donc, si ce sont des informations qui circulent, c'est ce qu'on appelle des liens forts et des liens faibles. Hein. Un lien fort, donc c'est un lien entre deux personnes qui sont très amies ou dans une famille ou ce genre de choses. Un lien faible, c'est plus une connaissance, quelqu'un à qui je parle de temps en temps. Ouais. Si je veux faire circuler des informations, peu importe la nature du lien. Finalement, si je dis quelque chose, que vous soyez mon ami ou juste une connaissance éloignée, cette information, elle va arriver à votre cerveau et vous pouvez la partager à d'autres gens. Ça a peu d'importance. Pour ce qui est de l'influence en termes comportementaux, par exemple, eh bien, cette fois-ci, ça change. Il vous faut soit des liens forts pour influencer quelqu'un, soit un grand nombre de liens faibles. Par exemple, on illustre souvent ça avec le fait de changer, par exemple, de comportement alimentaire. Une personne qui devient végétarienne, on ne va pas avoir immédiatement une sorte de propagation du végétarisme de proche en proche, parce que c'est un comportement qui est complexe à adopter. Vous allez la voir, cette propagation, principalement sur des liens forts. Donc, si j'ai ma compagne qui devient végétarienne, je vais quand même y réfléchir. Je vais me dire, ah tiens, ça peut être intéressant, effectivement, ça. Ou dans le nombre. Donc, si j'ai la moitié de mes amis qui adoptent un comportement, en fait, ça va commencer à appliquer une certaine pression sociale sur moi. C'est du conformisme. Et ça peut aussi passer. Voilà. Donc, effectivement, la nature des liens peut avoir une importance, mais ça dépend de ce qui circule. Oui, de ce qu'on demande. On a encore plein de questions, donc c'est super. Merci à tous. On va prendre celle d'Alexandre qui parle de l'émulation collective dans le sport. Oui. L'émulation collective, une équipe est en surperformance sur un temps long, réalise des miracles. Comment pourrait-on le reproduire dans une entreprise? OK. C'est assez complexe. Il se trouve que, en particulier dans le sport, on n'a pas nécessairement le lien entre le fait d'avoir des sportifs qui sont très bons dans une équipe et une équipe qui fonctionne très bien. Vous l'avez peut-être remarqué. Alors, il y a une tendance, effectivement. Hein, si on met plein de stars ensemble, parfois ça marche parce que ce sont des stars et qu'elles sont fortes dans leur domaine. Mais des fois, ça ne marche pas.
Des fois, il n'y a pas cette émulation collective qui va être mise en place. Et au contraire, on peut trouver des petites équipes qui ont l'air de rien. Hein. Si vous regardez le championnat de France, vous verrez ça régulièrement. Des petites équipes qui ont l'air de rien, qui ne sont pas constituées de joueurs, d'individus qui sont intrinsèquement bons, mais collectivement qui arrivent à tout faire. Ce sont des tendances qu'on retrouve aussi dans le monde de la réflexion, dans le monde intellectuel, dans le monde des sciences cognitives. Donc, quand on travaille sur les équipes, on se rend compte parfois qu'il y a des équipes qui vont réussir à faire des super choses et d'autres qui ne vont pas y arriver. Et en particulier, il y a une étude qui est vraiment marquante à ce sujet. Si vous voulez aller chercher un peu plus, l'auteur principal s'appelle Anita Woolley et elle est du MIT et ils ont fait toute une série d'études sur la performance des groupes. Et donc, ils se rendent compte qu'il y a des groupes qui fonctionnent très, très bien et d'autres qui fonctionnent moins bien et se sont demandé pourquoi. Et intuitivement, ils sont allés regarder quel est le niveau de performance de chaque membre de l'équipe individuellement, en faisant l'hypothèse que une équipe qui fonctionne bien, c'est nécessairement une équipe qui a des membres qui, eux, individuellement, fonctionnent bien. Hein. Donc, on met plein de forts ensemble, on obtient une équipe forte, pour utiliser des termes simples. Et quand on met plein de pas forts ensemble, l'équipe n'est pas forte. Et il se trouve que non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation entre la performance collective et la performance individuelle de chaque membre du groupe. Donc, c'est quelque chose d'autre. Donc, ils se sont demandé si ce n'était pas un effet de leader. Donc, peut-être que dans les équipes qui marchent bien, il y a en fait une personne qui est très performante et qui va tirer les autres vers le haut. En fait, ce n'est pas ça non plus. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de corrélation entre la performance collective et la performance du meilleur membre du groupe. Et ils ont trouvé un élément qui fonctionne très, très bien, qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est une mesure psychologique qu'on peut mesurer chez des individus. Et je vous explique après comment on fait pour la mesurer. Et donc, on a chacun un différent degré d'intelligence sociale. Et les équipes qui fonctionnent le mieux sont celles où les membres ont un degré d'intelligence sociale élevé. D'accord ? Donc, pour faire une équipe qui marche bien, il faut des gens qui ont un niveau d'intelligence sociale élevé qui n'est pas nécessairement le niveau de performance individuelle. Hein. Le niveau d'intelligence sociale, c'est à quel point je peux écouter les autres, les comprendre et prendre en considération ce qu'ils sont en train de dire, même s'ils ne l'expriment pas très bien. Le test d'intelligence sociale s'appelle le test de lecture dans les yeux. Je vous enverrai le lien plus précisément. Le test de lecture dans les yeux, il est rigolo. Ce sont des photographies d'acteurs qui expriment une émotion. Et donc, c'est juste une photographie de leur visage. Ils sont en train d'exprimer une émotion. Donc, on leur dit faites la tristesse, faites la joie, faites la déception. Et en fait, on découpe la photo et on garde que les yeux. Et le test d'intelligence sociale, c'est d'essayer de retrouver l'émotion juste en regardant le regard. Et il y a des gens qui arrivent à faire ça très bien et il y a des gens qui arrivent un petit peu moins. Eh bien, si on prend des gens qui ont un score élevé en intelligence sociale, on les met ensemble et on leur donne une tâche à faire, statistiquement, ils vont avoir de meilleures performances que les autres. Ça représente cette idée de se connecter correctement avec les autres, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et par exemple, ce test d'intelligence sociale, il est utilisé dans une expérience qui a été faite sur des jeux vidéo en groupe, des jeux coopératifs. Donc, ce sont des jeux vidéo où vous avez des joueurs qui sont en groupe en train d'essayer de réaliser quelque chose. Et il se trouve que les équipes qui sont constituées de joueurs qui ont une intelligence sociale élevée sont aussi celles qui ont les meilleures performances. Et en ce moment, on est en train de mesurer l'intelligence sociale des joueurs de foot dans une équipe, avec l'hypothèse que lorsque les membres de l'équipe, donc les joueurs, ont une intelligence sociale élevée, eh bien, l'équipe va mieux performer que si on avait juste pris des stars et qu'on les avait mises ensemble sans cohésion nécessairement. Voilà, je me suis à nouveau un peu perdu dans mes explications, mais j'aime bien ouvrir des c'est très bien, et puis c'est surtout très concret, quoi. C'est-à-dire que ce test avec les yeux, potentiellement, si vous faites des recrutements, il faudrait s'imaginer de le faire en recrutement, en fait, et que c'est probablement a priori plus utile pour la performance de l'entreprise d'avoir quelqu'un qui a une bonne intelligence sociale que peut-être quelqu'un qui sera très bon dans son domaine, mais qui ne va pas amener le collectif là où on veut. Donc, je pense que c'est… Absolument, absolument. Et ne me lancez pas sur les tests, les tests psychologiques, parce que, juste pour faire une parenthèse rapide, en science, on utilise des tests pour évaluer différents aspects cognitifs et psychologiques de nos participants en expérience. Ce sont des tests qui sont fiables et valides, qu'on utilise régulièrement et qui sont extrêmement prédictifs du comportement de la personne. Et ce ne sont pas vraiment, pour le dire simplement,
les mêmes tests qui sont utilisés en recrutement. Et donc, moi, en fait, si j'étais recruteur, je dirais, allez voir en sciences les tests psychologiques qu'on fait, ça vous permet de mesurer énormément de facettes de la personnalité d'une personne de manière extrêmement rigoureuse, plutôt que d'utiliser des choses qui sont un petit peu plus cool et tout, mais qui ont moins de validité scientifique. Ouais. Bah ça, je pense que effectivement, j'ai regardé d'ailleurs il n'y a pas longtemps une de vos vidéos à ce sujet avec les tests de personnalité. Et j'invite tout le monde à aller la voir parce qu'effectivement, ça dit que les tests classiques, MBTI et choses comme ça, finalement, les résultats peuvent changer. Si je le fais à un instant T ou 6 mois plus tard, je peux ne pas avoir les mêmes résultats. Et vous donner justement des tests très concrets comme celui de la lecture dans les yeux, je pensais celui de l'appétence au risque avec le ballon à gonfler. Qui sont assez, je pense, faciles à faire passer finalement et qui donnent des indications intéressantes. Ouais. On a quelques autres questions. Je crois qu'on a un message je pense, de quelqu'un qui travaille avec vous, Evie, sur l'étude avec Sanofi. Elle vient de partager dans le chat des informations sur l'étude, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et une question de Karim que je mets à l'écran. Quelle est la part de l'inconscient versus du conscient dans l'intégration d'un membre dans un groupe? Est-ce mesurable? Est-ce pertinent? Je ne sais pas vraiment. Je pense que la plupart de ces comportements sont spontanés. On peut utiliser le terme inconscient probablement. Spontané, donc c'est le fameux biais d'homophilie dont je parlais, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on va s'approcher des gens qui nous ont l'air sympathiques. Et ceux qui nous ont l'air sympathiques, en fait, c'est des gens qui nous ressemblent. Plus quelqu'un nous ressemble, plus on va trouver qu'il a l'air sympathique, ce qui est un petit peu égoïste comme attitude, mais c'est effectivement le cas. Plus quelqu'un me ressemble, plus je vais trouver qu'il a l'air sympa. Et me ressemble pas physiquement nécessairement, me ressemble en termes d'attitude, de hobby, de comportement, de façon de parler, de façon de s'habiller, etc. Et donc, effectivement, on peut dire que là, on est sur un certain degré d'inconscient. Le fait de mettre des gens différents ensemble pour générer justement une forme d'intelligence collective, c'est pas spontané. Donc là, il va plus falloir le forcer un petit peu. Génial. On arrive quasiment au bout. Moi, j'aimerais bien, entre guillemets, vous dire les grands éléments que je me suis notés. Et comme ça, vous allez pouvoir me dire s'il il en manque ou s'il y en a qu'on veut repréciser un petit peu. Bon, déjà, sur toute la partie recrutement, bon, on vient d'en parler, mais je pense que s'intéresser aux tests comportementaux qui sont faits côté science, ça pourra vous être utile. Et ça, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Mehdi, il y a donc une vidéo dédiée aux tests de comportement. Après, si on en reparle vraiment sur, entre guillemets, sur l'onboarding, l'intégration à un groupe, je me suis noté 4 choses qui me semblent intéressantes sur lesquelles les entreprises peuvent travailler. La première, c'est de favoriser les sous-groupes, de se dire qu'en fait, c'est normal qu'entre guillemets, une entreprise, enfin, que dans un groupe, il y ait différentes imbrications de groupes et qu'en fait, en favorisant la cohésion au sein d'un sous-groupe, ça va aussi favoriser la cohésion au groupe, au global. Ce qui peut justement être un challenge avec la personne qui posait la question de comment gérer un peu ces différentes entités. Peut-être que de ne pas avoir peur qu'il y ait des cultures fortes un peu dans chaque groupe, ça peut a priori participer aussi au collectif. La seconde chose que j'ai notée, c'est donc cultiver l'exogroupe. Et ça, j'aime beaucoup cette idée de se dire qu'en fait, le groupe se construit en opposition à quelque chose. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'imagine que l'exogroupe, pour avoir été précédemment dans une boîte qui s'appelait Mon Docteur et qui était le concurrent de Doctolib, on avait beaucoup ce sujet-là. On était tous unis contre Doctolib. Et d'ailleurs, finalement, Doctolib a racheté Mon Docteur. Donc, on s'est retrouvé à intégrer le groupe ennemi. Donc, je pense que c'était assez drôle en termes d'intégration. Mais donc, je sais que c'est sûr que ça, vu que ça participait à renforcer, mais je pense que c'est un truc que les très grandes boîtes font peu, d'avoir un gros concurrent. Après, peut-être que l'exogroupe, ce n'est pas forcément un gros concurrent, que ça peut être aussi par rapport à la mission de l'entreprise. Imaginons, la mission de l'entreprise, c'est de décarboner
l'industrie, entre guillemets, l'ennemi sera le carbone, ou en tout cas tous ceux qui consomment du carbone. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez peu fait, de se dire contre qui on se bat. Et ça peut clairement aider à faire venir quelqu'un dans le groupe en le rappelant à chaque fois la mission, pourquoi on est là, pourquoi on se bat. Et sur les deux autres choses que j'ai notées, c'était justement on en a reparlé, mais c'était de connecter aux gens populaires et aussi aux opposés. C'était de travailler sur les deux volets, quoi. Quelqu'un qui arrive, il a effectivement besoin de repères et de gens qui lui ressemblent, mais il va aussi avoir besoin de rencontrer des gens qui ne seraient pas naturellement allés rencontrer. Et c'est l'avantage d'avoir un groupe avec des règles qu'on peut contrôler, c'est qu'on peut casser peut-être des dynamiques très naturelles en forçant des comportements qui ne sont pas naturels mais qui sont bénéfiques. Oui, c'est un bon résumé. Merci beaucoup, Clément. Et par rapport à ce qu'on a brièvement mentionné les tests qui sont utilisés, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire tellement le sujet est riche. Mais effectivement, juste garder en tête qu'il y a presque un siècle de psychométrie. Donc, la psychométrie, c'est la science de développer des tests qui mesurent des aspects, des facettes de notre psychologie. Il y a un siècle de psychométrie qui ont produit des tests extrêmement valides et que finalement, on les utilise qu'en science et c'est très dommage parce que ça pourrait être utilisé à de meilleures fins, par exemple pendant le recrutement. Un bon test, c'est un test qui mesure un aspect de la psychologie, hein, un test qui va juste nous mettre dans une grosse boîte, genre voici votre personnalité. En général, c'est un peu suspect. Écoutez, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse un webinaire sur le sujet des tests psychologiques. Je trouve que c'est aussi un thème fascinant. Et voilà, vous nous dites si ça vous intéresse. Puis s'il y en a beaucoup, on pourra réorganiser ça avec plaisir. Merci beaucoup, Mehdi, pour votre présence aujourd'hui. C'était hyper intéressant et ça fait du bien de prendre de la hauteur et puis surtout de voir l'entreprise d'un angle différent de celui qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci au chat aussi qui a été très, très réactif. C'est super. Voilà, merci effectivement. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous remets le lien de la chaîne YouTube de Mehdi pour ceux qui ne l'auraient pas. Je vous remets aussi le lien si vous voulez avoir une démo d'A-Team un peu plus poussée, voir à quoi ressemble le produit, vous pouvez prendre rendez-vous. Et oui, on a des oui pour les tests psycho intéressés par le sujet. On a plusieurs gens intéressés, donc c'est super. On pourra se programmer ça avec plaisir. Merci à tous. On a tenu le timing. Je pense qu'on a abordé plein de sujets, donc c'est parfait. Merci Joséphine de nous avoir aidés en coulisses. Et puis voilà, bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt. Et hâte de voir cette vidéo sur les tests scientifiques. Merci beaucoup. Une exclue dans ce webinaire. Ouais, vous avez eu l'exclu, exactement. Je dirais encore 2 semaines. Trop bien. Hâte de voir ça. Merci à tous. Et je vois qu'Alexandre demande s'il y aura une rediffusion. Et oui, je pense que tout le monde la recevra par email juste après. Merci Mehdi. Merci à tous.